avec l'actu politique et parlementaire. Saveria ce matin avec des titres. Bonjour Cyril, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La fin de l'examen de la réforme de la justice, un texte que les sénateurs ont profondément modifié. Ils ont notamment augmenté de 5% par an les crédits du ministère. Ils ont tenu à protéger les libertés individuelles. Le texte fera l'objet d'un vote solennel demain. Les fractures à gauche, après leur départ du PS, Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel lancent un nouveau mouvement. Après, ils revendiquent déjà 650 soutiens pour ce mouvement qui se veut proche de la France insoumise. On en parle avec mon invité, la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie. Et puis on suivra le premier déplacement du nouveau ministre de l'Agriculture. Didier Guillaume s'est rendu dans la Drôme, notamment dans un lycée agricole à la rencontre des agriculteurs de demain. Mais avant de développer tous ces titres, premier déplacement du chef de l'État dans l'Aude ce matin. Emmanuel Macron est attendu à 10h, une semaine après les inondations meurtrières. Il se rendra dans 2 des communes durement touchées par les intempéries. Il va rencontrer les familles endeuillées, les acteurs engagés sur le terrain. Nous sommes en ligne avec Gisèle Jourda, sénatrice socialiste de l'Aude. Bonjour Madame Jourda, quel est le message que les populations attendent du président ? Bonjour Madame. Le message que les populations, donc les élus, attendent du président de la République, c'est donc un investissement de l'État à la hauteur de ce qui s'était produit en 1999, puisque malheureusement notre département avait été victime de fortes intempéries et d'inondations meurtrières dans ces années-là. Et le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, avait accompagné les départements et les collectivités à une hauteur sans précédent. Donc nous attendons de la part de Monsieur le Président de la République un engagement fort, car lorsqu'on voit nos villages dévastés, notre vignoble dévasté, lorsqu'on voit ces maisons dont il ne reste plus rien, et le drame vécu par les familles, auquel, bien évidemment, vous comprenez, nous associons les familles fortement endeuillées, 6 morts sur la seule commune de Trèbes. Donc il n'est pas possible de ne pas avoir un message fort du président, comme d'ailleurs lundi nous avons reçu un message fort du Premier ministre. Et là, le rendez-vous. Macron, vous allez directement vous adresser au président ? Pardon ? Vous allez rencontrer le président tout à l'heure, vous allez directement vous adresser à lui ? Absolument, nous allons rencontrer Monsieur le Président de la République ce matin, qui a le souhait de rencontrer les familles des victimes et qui évidemment sera en contact des équipes, puisqu'il y a plusieurs séquences qui sont prévues pour cette fin de matinée. Donc évidemment, nous ferons part à Monsieur le Président de la République de notre volonté mais je tiens à profiter de cette antenne pour dire et pour saluer la manière nos sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers de toute la France et aussi toutes les équipes de volontaires qui sont venus pour prêter main forte aux familles de tous les villages qui ont été touchés afin de pouvoir procéder au nettoiement et au déploiement de nos villes et de nos villages. C'est quelque chose, un esprit de solidarité humain qui s'est fait jour, et j'espère que l'effort financier et matériel de l'État sera à la hauteur de la volonté et de l'investissement de tous les volontaires que nous avons vus déferler sur nos villes et nos villages. Merci Madame Jourda. Ensuite que le président de la République apportera un confort aux élus, à ces maires qui sont totalement touchés au cœur lorsqu'on voit Merci Madame Jourda, merci pour... J'espère que les maires seront attendus. Les maires ont besoin de soutien, dont les maires ne coûtent pas cher. Les maires ont besoin d'être accompagnés, parce que lorsque vous faites des infrastructures sur vos villages et que vous voyez des constructions de bibliothèques complètement anéanties, des EHPAD, des maisons de retraite totalement détruites, les moyens sont conséquents, le bilan est lourd, et nous attendons du président de la République un engagement à la hauteur du drame qui nous a frappé.
Merci beaucoup, merci Madame Journal, le message est passé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans le reste de l'actualité, la fin de l'examen de la réforme de la justice, un texte que les sénateurs ont modifié. Ils ont notamment augmenté de 5% par an les crédits du ministère. Ils ont tenu par ailleurs à protéger les libertés individuelles. Le texte fera l'objet d'un vote solennel demain au Sénat. Fabien Recker. Le gouvernement voulait simplifier le système et désengorger les tribunaux et les prisons. Projet fourre-tout, répond la droite sénatoriale, qui a fait subir à Nicole Belloubet de nombreux revers dans l'hémicycle. Comme sur l'échelle des peines, pour lutter contre la surpopulation carcérale, l'exécutif voulait supprimer les peines de moins d'1 mois ferme et favoriser les alternatives à la prison, comme le bracelet électronique, pour les peines de moins de 6 mois. Cessons l'hypocrisie qui consiste à prononcer des peines d'emprisonnement de moins de 1 mois et à ne pas les exécuter. Reconnaissons que les peines de moins de 1 mois ne servent à rien. Il faut trouver d'autres peines. Rejet des sénateurs, pour eux, c'est aux magistrats de décider d'aménager ou non les peines courtes, pour lesquelles ils ont aussi supprimé le recours automatique au juge d'application des peines. Les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 1 an devraient, par principe, être aménagées par la juridiction de jugement en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation matérielle. En matière civile, l'exécutif voulait accélérer la procédure de divorce en supprimant l'audience de conciliation qu'il juge inutile. Là aussi, refus des sénateurs. L'audience de conciliation est utile. Elle est utile parce que c'est souvent le premier moment où ceux qui sont en conflit peuvent se voir, éventuellement discuter. Je ne dis pas que la conciliation est certaine à coup sûr. Petite victoire pour la garde des Sceaux en revanche. Le Sénat a accepté l'expérimentation pour 3 ans des tribunaux criminels départementaux. Compétents en matière de viol, ils doivent permettre de désengorger les cours d'assises. Aujourd'hui, des crimes, comme le viol, ne sont pas jugés en tant que crimes parce que les victimes ont parfois besoin d'un jugement plus rapide ou souhaitent un jugement plus rapide. Et donc, de ce fait, ces crimes sont correctionnalisés. Monsieur le rapporteur vient de vous le dire. Je ne suis pas favorable à quelque chose qui s'oppose à la vérité judiciaire. À contre-courant de la ligne sécuritaire DLR, la droite au Sénat s'est enfin posée en garante des libertés, par exemple en s'opposant à l'extension de certains pouvoirs d'enquête des procureurs. Et puis dans l'actualité, le premier déplacement du nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, Saveria. C'est sur ces terres que Didier Guillaume a fait ses premiers pas officiels. Il s'est rendu dans la Drôme, notamment dans un lycée agricole, à la rencontre des agriculteurs de demain. Géraldine Bavolo l'a suivi dans ce premier déplacement. Pour sa première sortie en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Écologie, Didier Guillaume a choisi de se rendre sur ces terres. Objectif principal de son mandat, qu'il y ait plus de jeunes en formation agricole en revalorisant les formations. Premier arrêt au lycée agricole du Valentin, à Bourg-les-Valences, où il est allé à la rencontre des agriculteurs de demain. Dans l'agroalimentaire, ça recrute à fond, mais les entreprises, il faut les inciter, elles ne veulent pas prendre de... C'est ça le problème. Un choix politique et sentimental pour un déplacement sans danger dans une région dont il a été le président. Tout au long de la journée, il a confirmé sa vision de ce qu'il nomme la ferme France, même si la question du glyphosate n'est jamais loin. La France sortira du glyphosate en 2020. La recherche va essayer d'accélérer. Aujourd'hui, il y a une demande de la société. Tous les députés et tous les sénateurs qui soutiennent la majorité, qui soutiennent le président de la République, sont tous sur la même ligne. La France va sortir du glyphosate. Le président de la République a pris un engagement que ce soit en 2020, ça sera en 2020. Ça va, jeunes gens ? Ça va, les jeunes ? Il s'est ensuite rendu dans une maison familiale rurale où les jeunes en difficulté sont formés aux métiers agricoles. Les défis sont nombreux pour Didier Guillaume. En plus de la formation professionnelle, le ministre a d'autres chantiers, assurer de meilleurs revenus aux producteurs, encourager les circuits courts et négocier un PAC agricole à l'approche des discussions d'une nouvelle PAC européenne. Voilà, maintenant on passe au face-à-face, là, dans un instant, l'interview politique, la deuxième de cette émission. Saveria, ce matin, vous recevez Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre de La Gontrie. Avant de vous entendre, bien sûr, sur le reste de l'actualité, j'aimerais qu'on revienne sur l'affaire, bien sûr, de cette enseignante menacée par une arme à Créteil. Le lycéen a été mis en examen. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. J'aimerais qu'on écoute Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est exprimé hier. Il ne suffit pas de faire des tweets. Il faut une vraie réponse. Et la vraie réponse,
elle est une réponse judiciaire. Et on doit se poser la question, est-ce que l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs correspond à ce que sont les mineurs d'aujourd'hui? Les mineurs de 45, quand on fait l'ordonnance, c'est d'abord pour protéger des mineurs qui ont été bouleversés par la guerre. La réalité d'aujourd'hui, elle est d'une autre nature. Donc il faut qu'on ouvre un débat. Et c'est un débat qu'on doit ouvrir à la fois en profondeur, en sérénité, parce que il ne suffira pas de tweeter pour résoudre ce genre de situation. Gérard Larcher qui veut une loi donc, sur la justice des mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut revoir la législation actuelle? Je ne pense pas, j'estime le président Larcher, mais je pense que ce qu'il dit n'est pas fondé parce que la preuve, c'est que ce jeune a été mis en examen pour violence aggravée. Donc l'arsenal judiciaire existe. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas toujours d'efficacité, même si vous l'avez peut-être noté, les professionnels de ce lycée disent attention, n'en faites pas une affaire générale. C'est un jeune qui a, pété un plomb. Ce que j'indique néanmoins, c'est que moi j'ai repensé immédiatement aux images d'Alexandre Benalla lorsqu'il braquait une arme qui, elle, n'était pas factice sur une serveuse pendant la campagne électorale du président de la République, enfin de celui qui est devenu président de la République. À la différence, on n'est pas dans le cadre de l'école. On n'est pas dans le cadre de l'école. Alexandre Benalla n'est pas mineur. Justement. Et ce n'est pas une arme factice. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sache pas qu'il ait été mis en examen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les règles qui existent soient connues et appliquées, mais à tout le monde. Parce que, au fond, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est la limite de la tolérance, de l'acceptation, etc., etc. Donc c'est sans doute ça, c'est-à-dire le rappel des règles et le fait qu'elles soient respectées par tous et qu'elles s'imposent à tous. Mais pas besoin de revoir l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs? À mon sens, non, parce qu'encore une fois, la preuve, ce mineur a été mis en examen hier. Marie-Pierre de la Gontrie, dans le reste de l'actualité, les fractures à gauche. Après leur départ du PS, Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel lancent un nouveau mouvement. Après, je vous propose de regarder ce reportage de Flora Sauvage. C'étaient les dernières figures de l'aile gauche du Parti socialiste. Lors d'une conférence de presse, Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel expliquent les raisons de leur départ et annoncent le ralliement d'1 millier de socialistes déçus à leur nouvelle formation politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de socialistes en dehors du PS que de socialistes dans le PS. Et nous avons lancé un appel en leur direction, parce que nous pensons qu'il faut s'engager dans cette aventure nouvelle. Mais dans un premier temps, ce qui était important pour nous, c'est de montrer que, évidemment, ce n'était pas des départs individuels, mais bien une scission. L'objectif, mettre en place un programme alternatif commun en vue de la présidentielle de 2022. Un front populaire allant du mouvement républicain et citoyen à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Nous pensons que le Front populaire, il doit se faire d'abord avec l'ensemble des forces de gauche sans séparer les forces. Donc nous considérons que tout ostracisme en direction la première force politique et électorale en France n'est pas négatif. Donc il est naturel que la première convergence se fasse avec nos amis de la France insoumise. Prochaine étape, un congrès en janvier en vue de préparer une liste commune pour les élections européennes en mai 2019. Marie-Pierre de la Gontrie, les départs d'Emmanuel Morel et de Marie-Noëlle Lienemann, nouveau coup dur bien sûr. Est-ce qu'il y a encore un espace politique pour le PS aujourd'hui? Évidemment, on voit bien qu'entre Emmanuel Macron qui mène une politique qui est... je vais être gentil, de centre droit, voire de droite. Jean-Luc Mélenchon, qui, y compris dans les dernières semaines, illustre son absence de volonté, en fait, de rassembler la gauche et d'arriver au pouvoir. Il y a la place pour une social-démocratie constructive. Le PS qui fait aujourd'hui moins de 5% dans les sondages. Ok, sauf que pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'espace politique, effectivement. Est-ce qu'il y a besoin de proposer quelque chose entre Mélenchon et Macron? Et le départ d'Emmanuel Morel et de Marie-Noëlle Lienemann, de ce point de vue, dans un timing d'ailleurs absolument désastreux pour eux, montre que finalement ils ont renoncé à participer à un rassemblement de la gauche qui aurait vocation à exercer le pouvoir. Parce que c'est ça dont nous parlons. Mais justement, qui pourrait incarner ce pouvoir, ces valeurs dont vous parlez en l'occurrence, pour mener la campagne des Européennes, on a beaucoup parlé du nom de Ségolène Royal. C'est plusieurs questions différentes que vous posez là. C'est-à-dire que qui pour incarner, aujourd'hui nous ne le savons pas, c'est clair, nous n'avons pas de leadership suffisamment puissant pour que ces idées social-démocrates qui sont nécessaires, encore une fois, entre Macron et Mélenchon, puissent être lisibles. La faute à qui? La faute à Olivier Faure?
Non, mais la faute, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons été pendant des années au pouvoir. Incontestablement, le quinquennat de François Hollande n'a pas été totalement couronné de succès et nous n'avons pas encore fait la critique nécessaire à ce qui s'est passé. Donc, ça se reconstruit lentement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner ce champ politique. Et il ne faut pas confondre le leadership politique de l'ensemble du socialisme en France avec la question de la tête de liste aux européennes, qui est une autre question. Très rapidement, un autre sujet, le Sénat a enterré la demande d'une commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. C'est la majorité sénatoriale, la droite, qui était contre. Est-ce que c'est un manque de courage ? Je pense que c'est une forme de lâcheté qui est peut-être liée à leur électorat et c'est une erreur de leur part. Donc on peut dire oui, c'est un manque de courage. Vous avez vu, l'Australie ce matin fait savoir que le Premier ministre australien s'excuse, demande le pardon de l'ensemble des enfants qui ont été victimes. Donc sur ce sujet-là, alors que c'était des chrétiens qui avaient demandé cette commission d'enquête, que la droite n'ait pas voulu le faire est quelque chose assez incompréhensible et un peu rétrograde. Très rapidement, vous étiez hier au rassemblement à Paris, grand rassemblement contre l'homophobie, contre les actes homophobes, des actes qui se multiplient à Paris. Que peuvent faire les pouvoirs publics ? Je pense que d'abord, il faut nommer les choses. Ça me rappelle le combat sur les violences conjugales ou sur l'antisémitisme. Il faut aussi que le dépôt de plainte soit plus évident et il faut sans doute que dans les commissariats, il soit dit aux fonctionnaires de police, mais aussi aux magistrats, qu'il existe cette violence particulière, il faut cette que les pouvoirs délinquance publics se particulière. saisissent de la question. Oui, parce qu'il ne s'agit pas, à mon sens, nécessairement de modifier la loi, encore une fois, mais en revanche, d'une circulaire conjointe, par exemple, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, pour rappeler que dans chaque commissariat, il faut entendre les plaintes des personnes qui sont agressées pour ce motif-là. Ce n'est pas acceptable. Certains disent que le fait d'ouvrir le débat sur la PMA va rouvrir ce sujet et rouvrir un champ de violence possible. Peut-être, mais nous devons à la fois mener le débat sur la PMA et protéger nos concitoyens qui sont victimes de ces violences. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Pierre de la Gontrie. Merci Marie-Pierre de la Gontrie. Vous étiez l'invité du face-à-face de Salvera Rojek. Ce matin, on passe à l'agenda maintenant. On va voir ce qui s'y passe. Et c'est l'actualité au Sénat aujourd'hui qui nous préoccupe ce matin. Alors demain, il faudra suivre tout d'abord à 14h30 les explications de vote sur la réforme de la justice. Et puis à 15h30, le vote solennel sur cette réforme importante. Et puis toujours en séance, deux autres textes importants. À 16h15, une proposition de loi pour prévenir les violences lors des manifestations. Un texte présenté par Bruno Retailleau et ses collègues. Et puis le soir, la deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage. Merci Saveria. On va passer maintenant à l'œil 2 dans un instant. C'est l'œil de Jean Massier, qui est journaliste, qui est un peu le geekman sur cette chaîne aujourd'hui. Ouais. Je présente surtout une nouvelle émission sur notre chaîne, Questions aux sénateurs. Bonjour Jean. Bonjour Jean Massier. La réforme institutionnelle sera de retour en janvier. Emmanuel Macron l'a annoncé. Parmi les points d'achoppement avec le Sénat, il y a bien sûr ce point dur de la réduction du nombre de parlementaires. Hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a avancé le seuil de 280 sénateurs et 440 députés. Et oui, c'est une surprise. On n'attendait pas vraiment de la part de Gérard Larcher qu'il donne un chiffre. C'était plutôt l'Élysée jusqu'à présent qui essayait d'avancer en direction d'une réduction du nombre de sénateurs. L'Élysée qui a préféré jusqu'à présent, en tout cas aux dernières nouvelles, ne plus trop en parler. Et maintenant, c'est Gérard Larcher qui avance ses pions. Il a raison, Gérard Larcher. Il est en position de force sur ce dossier. La réforme institutionnelle qui a été quand même considérablement stoppée au cours de l'été par l'affaire Benalla. L'Élysée essaye de reprendre la main en replaçant dans le calendrier cette réforme qui reviendra en janvier prochain. Et c'est Gérard Larcher donc, qui propose un chiffre. Il parle de 280 sénateurs. En tout cas, il a pris le problème à l'envers de l'Élysée en proposant de partir des territoires et non pas de partir de calculs dans des tableurs Excel à Paris. Il a proposé d'avoir au minimum un député et un sénateur par département. Mais quand Emmanuel Macron annonce le retour de cette réforme institutionnelle, il n'a pas évoqué justement ce point de la réduction du nombre de parlementaires. Est-ce à dire que le pouvoir, l'exécutif, pourrait abandonner cette mesure dans la réforme ? C'est possible. C'est possible effectivement que l'Élysée abandonne cette mesure. On
sait que c'est un point d'achoppement avec le Sénat et on sait que Emmanuel Macron a besoin du Sénat pour faire passer sa réforme institutionnelle, en tout cas son versant constitutionnel au Congrès. Il est possible que Emmanuel Macron décide de reculer sur ce sujet-là. Un gage envers le Sénat. Un gage envers le Sénat, même si, voilà, on l'a vu, Gérard Larcher, tout ça est en train de s'écrire sous nos yeux. On a vu Gérard Larcher, lui, aller dans le sens contraire, accepter finalement l'idée d'une réduction du nombre de parlementaires. On verra bien où on en sera. Ça dépendra beaucoup de ce qu'en dit le Sénat et de savoir quelle sera la stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut passer par le Congrès ou est-ce qu'il veut carrément aller jusqu'à un référendum? Ça, on verra. Alors, on le voit avec la création d'un ministère des collectivités. L'exécutif est lancé dans une grande opération, j'allais dire, de câlinothérapie. Oui. C'est nécessaire, surtout après, on en a parlé, le hashtag Balance ton maire. Et surtout, on l'a vu également la semaine dernière, l'accueil glacial qu'a reçu Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur au Sénat. Et oui, absolument, la câlinothérapie, c'est nécessaire pour Emmanuel Macron pour la simple et bonne raison qu'il faut toujours rappeler que son parti, La République En Marche, n'a pas d'assise territoriale. Une grande partie, l'écrasante majorité des maires de communes moyennes, de grandes communes et même de petites communes ne sont pas des partisans de La République En Marche, ce sont même plutôt des opposants dans les vieux partis de l'ancien monde, si je puis dire. Donc Emmanuel Macron a besoin de se rabibocher avec les élus locaux, notamment dans la perspective des élections de mi-mandat, que l'on sait être globalement des élections les élections intermédiaires sont globalement assez désavantageuses pour le pouvoir en place. Donc Emmanuel Macron a besoin de se lancer dans cette câlinothérapie et donc ce n'est pas étonnant de le voir faire ça à ce moment-là. Très bien, affaire à suivre donc. Merci Jean Massier. Je rappelle votre émission Questions aux sénateurs, votre invité mercredi. Ce sera Joël Labbé, le sénateur écologiste. Très bien, merci. Sur Internet, sur toutes les bonnes applis aussi. Absolument. Merci Jean Massier. Merci Jean Massier, merci beaucoup. On passe à la revue de presse dans un instant, la presse quotidienne, régionale et nationale. On commence à varier avec le Parisien et cette agression à Créteil, une grande interview de Jean-Michel Blanquer. Voilà, grande interview du ministre de l'Éducation. Nous allons rétablir l'ordre après les images de cette enseignante menacée par une arme à Créteil. Le lycéen a été mis en examen pour violence aggravée. Il risque 3 ans de prison. Le gouvernement promet une grande fermeté. Le président de la République a réagi en évoquant des faits inacceptables. Dans cette interview, Jean-Michel Blanquer propose de responsabiliser les familles de mineurs qui vont trop loin. Et puis, autre annonce, toujours à lire dans cette interview du ministre, l'interdiction du portable au collège, elle sera étendue au lycée. Voilà, et les suites des inondations dans l'Aude à la une du Midi Libre, la version numérique du midilibre.fr. Voilà, le chef de l'État qui sera ce matin dans l'Aude, une semaine après les inondations meurtrières. Emmanuel Macron se rendra à Villalier et à Trèbes, 2 des communes durement touchées par les intempéries. Il va rencontrer les familles endeuillées, les acteurs engagés sur le terrain. Ce dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a chiffré à environ 200 millions d'euros les dégâts matériels. Dans Midi Libre, une centaine de jeunes pompiers de l'Hérault aident les sinistrés de l'Aude. Voilà, c'est-à-dire donc, vous l'avez dit, dans la version numérique de Midi Libre. Voilà, une maternité à la une ce matin de la Nouvelle République du Centre-Ouest. On en a beaucoup parlé, on en a parlé la semaine dernière, la maternité du Blanc qui va fermer. C'est ce qu'a confirmé Agnès Buzyn hier. La ministre de la Santé justifie cette fermeture pour des raisons de sécurité. Population et élus sont vent debout. Ils sont même 69 élus locaux à avoir démissionné pour protester contre cette fermeture. Voilà, la justice des mineurs est à la une du Courrier Picard, des journaux du groupe Rossel ce matin. C'est l'histoire du jour à lire donc dans le Courrier Picard. Et alors que l'affaire de cette enseignante menacée par une arme à Créteil choque la France entière, un reportage sur un centre qui prend en charge les mineurs délinquants. La protection judiciaire de la jeunesse prend en charge les mineurs pour éviter qu'ils ne tombent dans la spirale de la délinquance. Une main tendue aux mineurs délinquants, la protection judiciaire de la jeunesse, eh bien, elle a des unités partout en Picardie. Elle travaille à remettre les adolescents en difficulté sur les rails. C'est le cas à l'unité éducative d'hébergement collectif d'Amiens. Un centre qui accueille 12 mineurs, filles et garçons, âgés de 13 à 18 ans. Reportage à lire donc dans le Courrier Picard. Voilà, et on part un peu plus au nord avec la chasse au gaspillage à la une de Nord-Éclair. La chasse au gaspillage est ouverte. Nos cantines produisent chaque jour 30% de déchets. C'est énorme. Pour y remédier, la ville de Lille lance plusieurs pistes à découvrir donc dans Nord-Éclair. Et puis les micro-algues à la une de Presse Océan, des journaux du groupe Ouest France. Les micro-algues sous étroite surveillance en Loire-Atlantique. Elles contaminent les crustacés du littoral et les rivières comme l'Erdre. Une conférence est organisée cette semaine à Nantes, l'occasion de faire le point sur ces algues qui peuvent avoir des conséquences
nocives, néfastes sur l'environnement, mais également sur l'homme. Et puis le Made in France, la production française à la une de Sud-Ouest ce matin. Le Made in France, un Made in France pas si facile. Pyrénex dans les Landes, Chamberland en Dordogne, Marboré en Béarn, ces marques, elles ont choisi de produire français pas si évident, c'est à lire donc dans Sud-Ouest. Bien belle photo, on termine avec le cirque à la une de la Voix du Nord. Et le retour du cirque. Le cirque est bien vivant, plus que vivant même, puisque ce sont 150 000 spectateurs, 150 000 qui sont attendus à Lille, donc pour ce cirque jusqu'au 18 novembre. Voilà. Merci Saveria, évidemment vous revenez demain en première partie de l'émission et en troisième partie. Merci beaucoup, on va passer à la météo des territoires dans un instant, le temps qu'il fait en France, mais aussi dans les territoires français, d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. C'est une constance dans cette matinale d'info sur le canal 13 de la TNT, vous retrouvez cette météo-là aussi. Et puis ensuite le Zap Matin de Christophe Combarieux. On va regarder ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'info. Et nous on se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. À demain. Au revoir Saveria, à demain. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant un lycéen braquer une arme factice sur son professeur dans un lycée de Créteil. Selon une source judiciaire, l'élève a été mis en examen pour violence avec arme sur un enseignant dans un établissement scolaire. Ça réclame de notre part une réaction de fermeté totale. C'est ce qui est en train de se passer avec d'une part la procédure judiciaire en cours et d'autre part les sanctions disciplinaires qui évidemment seront très fermes. Nous réunirons dans la semaine un comité stratégique pour que nous puissions définir en lien entre l'éducation nationale et les forces de sécurité les meilleurs moyens. Moyens d'alerte, moyens d'accompagnement, moyens de prévention aussi et moyens de sanction. Voici la vidéo relayée sur Internet par Matteo Salvini lui-même. Sur ces images amateurs, 3 migrants sont raccompagnés à la frontière franco-italienne par une voiture de police française. Musique dramatique. Le ministre de l'Intérieur italien dénonce une provocation. Il interpelle Emmanuel Macron. L'incident dont il a fait état n'est pas un incident. Nos forces de l'ordre ont reconduit 3 migrants partant de la frontière franco-italienne sur un point qui est un point agréé et habituel de dépôt des migrants. Les procédures appliquées à la frontière de part et d'autre résultent du code Schengen et d'un accord bilatéral franco-italien. Faux, rétorque Matteo Salvini. Selon lui, aucun accord bilatéral écrit et officiel ne permet à la France ses reconduites à la frontière. C'est Monsieur Salvini qui dit ça. Alors je peux lui envoyer l'accord. Ses propres policiers peuvent lui envoyer l'accord. En réalité, la coopération se passe bien. Et moi, je rends hommage aux policiers italiens avec lesquels le travail se passe bien sur le terrain. S'il y a des choses qui peuvent et qui doivent être améliorées, faisons-le. Pas d'effet de tribune. Pas de polémique sur la polémique. L'écart de popularité entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe se creuse. 29% de satisfaits pour le président, 41% pour le Premier ministre. Lorsque nous aurons le point exact de la situation agricole qui est absolument catastrophique, les vignes sont détruites, eh bien, dans la foulée de la solidarité nationale, je mettrai tout en œuvre avec mon ministère pour aider directement les viticulteurs, les agriculteurs touchés. Ce qui anime Édouard Philippe, Emmanuel Macron, et plus modestement moi-même, c'est de faire en sorte que la France sorte gagnante
de ces grandes transformations, avec Et une peu importe économie les sondages. qui crée plus d'emplois, avec de la prospérité pour tous les Français sur tous les territoires. Moi, c'est ça qui m'anime le matin, plutôt que de savoir si entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il y a 5 ou 6 points d'écart.